بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette 16e session Zoom cette 16e session Zoom où nous accueillons Youssef Indy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Youssef, tu m'entends? Tu es là? Alors, le thème de ce soir sera le livre de Youssef sur l'autre Zemmour, qui a tant fait parler de lui. Il sera présenté aujourd'hui par le frère Osman. Salam alaikum, Youssef. Alaikum salam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour l'invitation. Merci. Ça fait plaisir de te recevoir pour la deuxième fois. Merci à vous. Donc on va essayer de te présenter vite fait. Osman, tu es là? Salam alaikum, oui. Alaikum salam. Donc, salam alaikum à tous. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Youssef Indy, écrivain, chercheur et historien, auteur de Occident et Islam et des mythes fondateurs du choc des civilisations. Et ce soir, nous aurons l'honneur d'écouter une présentation autour de son ouvrage L'autre Zemmour. Youssef, c'est quand tu veux. C'est à moi? D'accord. Alors, je vais faire une petite introduction, pas trop longue, pour qu'on puisse avoir un échange, répondre à des questions-réponses. Alors, cet ouvrage, je vous le présente rapidement, il est là. Donc, L'autre Zemmour, paru le 2 février 2021, 2 février dernier, aux éditions Contre-Culture. Alors, je vais enchaîner directement. Alors, pour être plus précis, c'est mon 7e ouvrage. Voilà, donc c'est un essai, ce qu'on appellera un essai sociopolitique, contrairement à mes autres ouvrages qui sont plus des livres de fond historiques, histoire des religions, tout particulièrement le messianisme juif, ses implications, et des ouvrages de géopolitique, mais également des recueils d'articles et de géopolitique et d'études, d'analyses politiques de l'Europe, des États-Unis, de l'Occident. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vais faire ici, c'est essayer de faire une petite introduction à la situation politique actuelle que traverse la France pour contextualiser le phénomène Zemmour. Parce que ce n'est pas un ouvrage biographique, ce n'est pas un livre autour de la personne d'Éric Zemmour, mais plutôt un ouvrage sur le rôle d'Éric Zemmour dans ce contexte politique, sociopolitique, et en tant qu'employé de l'oligarchie qui dirige ce pays. Alors, d'abord, quel est le contexte sociopolitique en France de ces dernières années? Je vais commencer par les Gilets jaunes, donc très rapidement. Donc, on a un système politique, économique, de libre-échange, de financiarisation qui a massivement appauvri les Français, mais aussi le reste de l'Occident. Ça a donné des réactions diverses. En 2016, le Brexit en Grande-Bretagne. La même année, l'élection de Donald Trump aux États-Unis qui s'est fait élire sur un programme protectionniste, vraiment centré sur la question économique et sociale. Et en France, on a eu les Gilets jaunes à partir de novembre 2018. Alors, tout le monde a pu le constater. Les Gilets jaunes, c'est quoi? C'est la révolte de la France périphérique, c'est-à-dire des gens qui ne vivent pas nécessairement dans les métropoles et dont les revenus se situent dans la fourchette entre 1 000 et 1 500 euros par mois. Alors, on a vu comment le pouvoir a réagi de façon extrêmement violente, extrêmement brutale. Matraquage des Gilets jaunes, des gens éborgnés et emprisonnés. Dans le même cadre, dans le même contexte, par rapport à la liberté d'expression, etc. On a des organisations communautaires juives, UEJF, CRIF, etc.,
qui se comportent comme de véritables petits, comment dire, des petits dictateurs qui utilisent le timon de la justice pour condamner, excommunier, parce que c'est vraiment ça le terme, je pense, qui convient le mieux, les penseurs qui ne leur conviennent pas, les intellectuels, les humoristes, etc. Alors ça, c'est une donnée importante qu'il faut garder à l'esprit. Donc, on est dans un contexte d'appauvrissement où les Français sont matraqués dans la rue à partir du moment où ils se révoltent parce que le frigo commence à se vider. On a des organisations communautaires qui réduisent la liberté d'expression en utilisant la justice. On a un État qui est devenu policier et dictatorial dans un contexte de disparition des partis politiques et de l'opposition et des partis d'opposition. Donc, on a un appareil d'État qui est contrôlé par des lobbies, des puissances d'argent. On le voit aujourd'hui avec le lobby pharmaceutique, qui a investi les organes de l'État et qui est en guerre ouverte contre le peuple. Donc ça, c'est en gros le contexte actuel dans lequel nous vivons. Et je le dis au moment où le gouvernement apparemment va nous reconfiner pour 4 semaines. Donc, dans ce contexte, quel est le rôle de Zemmour? Le propre d'un système dit démocratique, social-démocrate, c'est d'avoir une opposition. Or, comme je viens de vous le dire, le système politique actuel s'est rigidifié, c'est un système oligarchique qui utilise l'appareil d'État et la police pour mener une guerre privée contre le peuple, et non plus, on n'est plus dans un cadre d'état de droit avec une justice qui s'applique à tout le monde, y compris les dirigeants, et avec un monopole de la violence politique qui permet, qui a pour but initial de protéger la population, mais on a une oligarchie, donc une minorité qui utilise la police, l'appareil d'État. Est-ce que vous pouvez tous couper le micro, s'il vous plaît, parce que je vous entends. Et donc, on a une oligarchie, donc une minorité qui utilise l'appareil d'État pour défendre ses propres intérêts. Afwan, Youssef, je vais redébloquer ton micro parce que j'ai mis muet pour tous. Alors. C'est bon. Désolé. Vous m'entendez? Voilà. Il n'y a pas de quoi, je t'en prie. Alors, dans ce contexte, le système politique, piloté par une minorité, une oligarchie, doit organiser sa propre opposition. Et c'est là que quelqu'un comme Éric Zemmour entre en scène. C'est-à-dire que vous avez Éric Zemmour, donc éditorialiste, que vous connaissez tous, qui est monté en puissance, notamment à partir de 2019. En fait, ça a commencé au milieu des années 2000. Véritablement, à partir de la rentrée 2019, il a été propulsé et est devenu omniprésent dans les médias. Donc, ses patrons, c'est Vincent Bolloré, qu'il faut appeler Bolloré-Goldschmidt, puisqu'il a une double filiation. Du côté paternel, les industriels bretons, Bolloré, et du côté maternel, notamment sa grand-mère maternelle, Nicole Goldschmidt, il est descendant de la très richissime famille de banquiers juifs allemands, Goldschmidt, connue depuis le XVIe siècle. Parmi les autres patrons d'Éric Zemmour, on a aussi la famille juive Dassault, qui est propriétaire du Figaro, et donc qui salarie Éric Zemmour depuis 1996. Donc cette oligarchie propulse Éric Zemmour après avoir fait place nette, c'est-à-dire dans les médias, et maintenant sur Internet de plus en plus, on a évacué les penseurs qui étaient jugés trop radicaux au sens latin du terme, c'est-à-dire la Racine, qui attaquait trop ouvertement le pouvoir en place et les lobbies. Certains sont en prison, comme aujourd'hui, je sais pas, Hervé Ryssen, un autre a été en prison il y a quelques années, il s'appelle
qui s'appelle Vincent Renoir et d'autres, sans parler de la censure. Donc on a évacué tous les opposants ou les opposants potentiels et on a mis à leur place Éric Zemmour qui qui est censé servir de porte-parole d'une partie de la France qui est frustrée, qui est effectivement exaspérée pour des raisons diverses, économiques, sociales, problèmes d'immigration, les flux migratoires notamment qui sont la conséquence des guerres successives menées par l'État français dans le cadre de l'OTAN. Et donc Éric Zemmour est là pour canaliser cette colère et empêcher qu'elle soit récupérée par une organisation politique, un personnage politique qui pourrait être dangereux pour le pouvoir. Donc elle organise sa propre opposition, c'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. D'ailleurs, c'était Lénine qui avait déclaré que le meilleur moyen de contrôler l'opposition est de la diriger nous-mêmes. Et donc c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est que l'opposition contrôlée? C'est un système totalitaire dans le sens où on a une oligarchie au pouvoir qui contrôle tout l'appareil d'État, et y compris les médias, c'est ça que j'entends par totalitaire, et qui fabrique sa propre opposition. Ça n'apparaît pas clairement pour tout le monde, mais pourtant, il suffit de voir, comme je l'ai dit, qui paye Éric Zemmour et qui fait sa promotion, que ce soit Le Figaro, CNews, Groupe Canal+, Bolloré ou Valeurs Actuelles, qui appartient au marchand d'armes milliardaire libanais Iskandar Safin, qui est très proche notamment des Saoudiens, donc des milieux néoconservateurs, pour comprendre qu'effectivement, Éric Zemmour est un golem du système. Alors, le faux opposant, c'est là qu'on en arrive à la question qui est centrale dans le vocabulaire, enfin, je veux dire, dans le discours d'Éric Zemmour, c'est la question des musulmans. Pas les immigrés, mais on parle bien des musulmans et de l'islam. Excusez-moi. Alors, le faux opposant, qui est Éric Zemmour, a pour rôle, entre autres choses, de désigner au peuple français, qui a pour ennemi principal l'oligarchie qui pilote l'État, un autre ennemi. C'est-à-dire, comme disait Carl Schmitt, ennemi prioritaire, ennemi secondaire. Tout groupe politique, tout peuple a naturellement un ennemi, qui est en général un État étranger, mais pas seulement. Ça peut être un ennemi de l'intérieur. Et puisqu'on est dans un contexte, effectivement, depuis 2018, de révolte de la population française qui a bien identifié son ennemi principal, c'est-à-dire l'oligarchie bien représentée par Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs pour ça que les révoltes ont commencé durant le mandat d'Emmanuel Macron, qui est donc un énarque, ancien employé de la banque Rothschild, mis en place par les réseaux Jacques Attali, Alain Minc, et défendant le LGBTisme. Donc tout ce que le peuple français, là, on parle du peuple réel, on ne parle pas des Français bobos, bourgeois de gauche ou de droite qui ont massivement voté Emmanuel Macron, mais le peuple qu'on a vu en révolte à partir de 2018 et qui a vu, comme je l'ai dit, Emmanuel Macron comme la cristallisation de tout ce qu'elle déteste. Donc dans ce contexte-là, Éric Zemmour doit, pas seulement Éric Zemmour, mais des gens comme Alain Finkielkraut, Elisabeth Lévy, Gilles William Goldnadel, qui sont tous issus de la même communauté. C'est un fait, c'est juste une constatation. Pointe du doigt un autre ennemi, c'est-à-dire un ennemi, la communauté musulmane en fait qui n'existe pas, c'est-à-dire les musulmans de France, qui n'ont pas le pouvoir de désigner leur propre porte-parole et qui n'ont pas de pouvoir politique, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont des lobbies puissants qui sont capables de dicter la politique intérieure ou la politique extérieure. Je ne parle pas de l'Arabie Saoudite et du Qatar qui font partie d'un ensemble oligarchique international qui ont les mêmes intérêts que les États-Unis, que une partie des élites françaises et Israël, qui participent effectivement à la corruption d'une partie des dirigeants français. J'en parle d'ailleurs dans mon ouvrage.
mais je parle des musulmans français ou des musulmans de France, qui soient convertis ou qui soient d'origine maghrébine ou subsaharienne. Donc le rôle de Zemmour, c'est de désigner à la population cette catégorie, qui n'est pas puissante politiquement, pour dévier la colère du peuple français, ou du moins l'occulter, faire une diversion. C'est pour ça qu'on nous parle régulièrement de voile, de halal, de terrorisme, etc. D'ailleurs, ce même terrorisme qui a été sponsorisé par l'État français, c'est pas moi qui le dis, ce sont des journalistes qui ont d'ailleurs interviewé François Hollande, et je rapporte tout ça, tout est référencé dans mon ouvrage. Donc, comme je l'ai dit, le faux opposant est celui qui reste, qui demeure dans les médias, quand les autres en ont été totalement évacués. Et pour s'assurer que Éric Zemmour et toute cette clique qui trône dans les médias se maintiennent dans le rôle d'opposant au système, on empêche tout contradicteur sérieux ou dangereux pour Éric Zemmour. C'est ce qui explique pourquoi le premier éditeur qui devait éditer mon ouvrage, l'autre Zemmour, a reculé après m'avoir donné un accord de principe. En fait, le système doit empêcher tout intellectuel, quelle que soit sa confession, son origine, de dévoiler le poteau rose. Et c'est ce que je fais dans cet ouvrage sur 240 pages et 12 chapitres. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vous l'avais dit, ça serait court. Et maintenant, on va pouvoir commencer, Inch'Allah, les questions-réponses pour aller un peu plus dans le détail et répondre à vos questionnements. Barakallahu fik, merci beaucoup Youssef pour cette intervention. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en levant la main. Mohamed vous interrogera ou alors vous écrivez et je la lis. Assalamu alaikum. J'ai une première question qui m'a été envoyée. Akhi Youssef. Oui. Alors, vous m'entendez? Oui, j'entends. Sommes-nous pas, comme dans les pays anglo-saxons, une montée en politique, voire viser la présidence, par un groupe de personnes provenant des écrans? Ici, on a CNews, par exemple, avec justement Zemmour, avec la rumeur qui s'est présentée. Enfin, je ne sais pas si c'est lui ou c'est son entourage qui l'ont mis en avant pour viser les élections présidentielles en 2022. Sommes-nous pas justement en train de voir une politique anglo-saxonne qui arrive en France? Voilà, c'est la question que j'ai reçue. Alors, la propulsion d'Éric Zemmour serait une politique anglo-saxonne. C'est ça la question? Voilà, ouais. D'accord. Alors, c'est pas tout, c'est à la fois vrai et faux, parce qu'en fait, il faut remonter effectivement au réseau et à l'idéologie. En fait, à partir des années 2000, après la seconde intifada, on a eu une mise en branle des réseaux néoconservateurs et pro-israéliens. En fait, c'est la même chose. Le néoconservatisme vient d'un milieu d'extrême gauche trotskiste, juifs trotskistes, qui ont opéré un virage à droite. Donc voilà, c'est un peu comme Philippe Val et Charlie Hebdo qui venaient de l'extrême gauche et qui sont passés à l'extrême droite. Et un peu aussi le parcours de Marianne aujourd'hui, qui est passé de la gauche républicaine au néoconservatisme anti-musulman. Et donc, et j'en parle dans mon ouvrage, un certain nombre de réseaux. On voit avec des individus bien identifiés, Sheldon Adelson, des oligarques juifs américains, ou même jusqu'en Europe de l'Est, juifs ukrainiens, qui ont implanté leur réseau en Europe. On l'a vu par exemple en Angleterre avec les Conservative Friends of Israel, Liberal Friends of Israel, Labour Friends of Israel, c'est-à-dire à l'intérieur des partis dominants en Grande-Bretagne, les conservateurs, les travaillistes, on a eu des groupes se former en leur sein d'amitié pour Israël. La même chose en Belgique, la même chose au Parlement européen avec la création du Parlement juif européen financé par deux oligarques juifs ukrainiens, et aussi en France avec le rapprochement des réseaux israéliens du Front National de Marine Le Pen, notamment Gilles William Goldnadel que j'ai mentionné précédemment, si vous ne le connaissez pas, il a été vice-président du CRIF, président de l'Association France-Israël et président d'Avocats sans frontières, donc association de juristes qui attaquent en justice
certains intellectuels français les envoient en prison, comme Hervé Ryssen, qui est actuellement, à l'heure où je parle, en prison à cause de cette association dirigée par Gilles-William Goldnadel. Et Gilles-William Goldnadel travaillait à un rapprochement entre Marine Le Pen et Israël. Donc vous avez à partir du milieu des années 2000 ces réseaux qui se sont implantés en Europe, qui se sont plutôt intensifiés, d'autant plus que Nicolas Sarkozy, élu en 2007, aussi un peu grâce à Éric Zemmour, puisqu'il faisait campagne pour Sarkozy, on a eu une implantation notamment des services secrets israéliens en France. Le Mossad, c'est pas moi qui le dis, c'est le grand reporter du Figaro, Georges Malbruno. Et donc, en fait, la stratégie, c'était quoi? C'était de se rapprocher des milieux d'extrême droite, ou souverainistes, ou appelez ça comme vous voulez, la droite nationale, notamment française, et rediriger son discours contre les musulmans dans un contexte, dans un cadre de stratégie du choc des civilisations. Alors, par rapport à cette stratégie, j'ai consacré un ouvrage entier à cette question dans mon livre Occident Islam, tome 1, Sources et genèse messianique du sionisme aux éditions Sigest, où je retrace l'origine messianique juive à la fois du sionisme et de la stratégie du choc des civilisations qui consiste à envoyer le monde chrétien contre le monde musulman. Et donc, à partir du milieu des années 2000, puis 2010, ces réseaux ont été très actifs et on a vu parallèlement le discours d'Éric Zemmour changer. Et Éric Zemmour est passé dans les années 2000 avec un discours chevènementiste, protectionniste, critique vis-à-vis de l'Union européenne, de l'euro, du libre-échange, etc., à un discours anti-immigration, bien sûr, parce que c'est lié au système de libre-échange, et il est passé dans les années 2010 à un discours plus anti-musulman, pas anti-immigration, mais vraiment surtout anti-musulman. Il se référait à des néoconservateurs comme Bernard Lewis, comme Samuel Huntington. Bernard Lewis est un judéo-britannico-américain, les trois nationalités, et qui avait milité auprès de l'appareil d'État américain, Dick Cheney, à l'époque, au début des années 2000, pour envoyer les États-Unis dans une guerre contre l'Irak. Donc, à partir de là, il y a eu un tournant néoconservateur. Maintenant, donc j'en viens à l'élection de 2022. Le rôle d'Éric Zemmour pour 2022, un des rôles, c'est d'affaiblir Marine Le Pen donc, au premier tour et de ramener les voix qu'il pourra récupérer dans l'électorat de droite vers le candidat du système, Macron. Et ça, je le dis depuis l'été 2020, il y a eu une opération pour pousser Macron vers le néoconservatisme. Et pour que Éric Zemmour puisse dire, ça je l'ai écrit dans des interviews ces derniers mois, depuis l'année dernière, pour qu'il puisse dire, vous voyez, le réel m'a donné raison, j'ai pu influencer Emmanuel Macron pour le ramener vers une position plus souverainiste, mais en fait plus néoconservatrice. Et c'est ce qui explique la présence dans le gouvernement de Macron, le deuxième gouvernement de Macron, de quelqu'un comme Darmanin, qui est un homme de Sarkozy, ou de Castex, qui est un autre homme de Sarkozy. Et le discours fixé sur l'islam depuis ces derniers mois, notamment, vous l'avez vu avec la charte des imams, etc. Donc, le rôle d'Éric Zemmour pour 2022, c'est comme 2007, mais dans un autre contexte. En 2007, il a fait campagne pour Nicolas Sarkozy, qu'il présentait comme un social-bonapartiste, alors que Sarkozy était l'homme des Américains et des Israéliens. Et en 2022, donc en 2007, c'était pour aussi siphonner une partie de l'électorat du Front National. Donc on est toujours dans la même démarche, la même stratégie, affaiblir le Front National et permettre la réélection ou l'élection du candidat du système. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vois une main qui est levée. Wassine. Alors, Mohamed, si. Nickel. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, on t'entend. Dans un premier temps, mon frère Youssef, je tiens à te remercier pour ta présentation et sincèrement, je suis impatient de lire ton livre puisque Éric Zemmour, c'est un personnage qui m'a toujours extrêmement intrigué. Moi, je suis converti et l'une des raisons qui a fait que je me suis converti à l'époque, c'était les gros débats qu'il y avait chez Rouquier avec les Zemmour, des Tariq Ramadan, Donc, c'est grâce à Zemmour que vous êtes converti.
directement. C'est l'une des hikmah d'Allah, c'est quand on te pousse à t'éloigner de quelque chose, tu finis par t'y approcher. Donc, Intéressant. mais dans le principe, en fait, ça m'a toujours été intégré. Et je suis quelqu'un qui est totalement fan des joutes verbales. Donc, les Ce soir ou jamais, les émissions de hockey, c'est quelque chose qui m'avait toujours. Voilà, en fait, ça m'anime. Je suis resté des heures à regarder ça. Et un truc qui m'a marqué chez Zemmour, et c'est là que je trouve ça très paradoxal, c'est que c'est quelqu'un, malgré son manque d'objectivité volontaire, puisque je ne sais pas si vous l'avez mis en avant, qu'il y a un manque d'objectivité clairement volontaire de sa part, puisqu'il y a un financement des lobbies, etc., et des intérêts pour lui, mais c'est quelqu'un qui a une culture incroyable, c'est quelqu'un de très intelligent, avec une capacité analytique très poussée. Et ce qui me perturbe, c'est que dans certains débats, dans certaines discussions, parfois, quand je regarde Zemmour parler, j'ai l'impression d'entendre parler un imam, dans le sens où il va réellement dire des vérités, où il va présenter parfois l'islam tel qu'elle est supposée l'être dans certaines situations, comparé à certains supposés représentants des musulmans en France qui, eux, je ne sais pas pour quelles raisons vont le faire, mais du moins ne vont pas s'exprimer comme lui. Mais le souci, c'est que avec des outils, des outils de communication, il arrive à présenter en fait son sujet comme en étant en opposition totale vis-à-vis des mœurs et de la pensée française et de l'héritage supposé judéo-chrétien de la France, etc., l'héritage de Lumière. Et moi, la question que j'ai envie de poser, c'est premièrement, puisque je pense que vous êtes rentré dans sa pensée, en fait, votre livre, c'était un peu de rentrer dans la pensée de Zemmour, que vraiment, qu'est-ce que vous pensez réellement de Zemmour par rapport à l'islam dans son discours? Et deuxièmement, est-ce que nous, les musulmans, le vrai défi maintenant, ce ne serait pas peut-être d'avoir, entre guillemets, une relève à Tariq Ramadan au niveau de la communication? Et d'ailleurs, justement, vous dites qu'ils ne sont pas invités. Ça me fait penser à Yasser Louati, par exemple, qui nous disait la dernière fois qu'il était dans son taxi pour aller sur un plateau télé. Et alors qu'il était dans le taxi, il a été annulé du programme, puisque je pense que c'est quelqu'un qui est trop performant et trop virulent dans ses propos. Donc, est-ce qu'il ne nous faudrait pas plus de communicants, des gens avec plus de... je sais que ma question elle est bête, puisque vous dites que... je m'excuse si je suis long, hein, je m'embrouille un peu en même temps, mais Il n'y a pas de souci. en fait, vous dites vous-même que les gens ne sont pas forcément. Il y a une volonté de leur part de ne pas mettre des personnes qui seraient capables de répondre à Éric Zemmour sur un plateau télé. Mais est-ce que dans ce cas-là, il ne faudrait pas des personnes dans les médias qui sont plus fortes plus fortes en communication que la situation actuelle, en fait, pour pousser l'audimat, j'ai envie de dire, euh, à vouloir plus de situations de ce genre, plus de débats. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de pousser l'opinion publique à Ouais, je travers des comprends. mouvements communicants. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Je Ouais, m'excuse. je comprends. Non, je comprends. Je comprends. Je vais répondre. Alors, Merci beaucoup. Hein. Désolé si j'étais long. non, non, je t'en prie. Je vous en prie. Zemmour et l'islam. Bon, moi, j'ai pu vérifier à plusieurs reprises qu'il mentait, par exemple. Bon, je ne sais pas ce que vous entendez par Zemmour qui représente mieux l'islam que certains imams. Moi, ce que je peux dire très concrètement, c'est que quand, par exemple, il déclare à plusieurs reprises qu'à chaque page du Coran, il est écrit qu'on doit égorger ou tuer les juifs et les chrétiens, c'est un mensonge. Il n'existe pas de verset dans le Coran qui dit textuellement il faut tuer ou il faut égorger les juifs et les chrétiens. Autre chose par rapport à Zemmour et l'islam, l'islam, en fait, en tant que tel, n'a pas été étudié par Eric Zemmour. J'ai déjà eu des discussions directes avec lui par mail, où je lui posais des questions très concrètes. Je disais, trouvez-moi les versets dont vous parlez, par exemple, à la télévision. Et il était incapable de me les trouver, parce qu'en réalité, Eric Zemmour ne s'intéresse pas à l'islam. Il y a un agenda, comme je vous l'ai dit, de diabolisation de l'islam et des musulmans, depuis le milieu des années 2000, enfin, depuis d'ailleurs le 11 septembre. Et Éric Zemmour, lui, il suit cet agenda. Donc, il est en mission. C'est pas quelqu'un qui s'est intéressé à la théologie islamique, à l'exégèse, etc. Il s'en fout. C'est pas son sujet. Ça ne l'intéresse pas. Et je pense même qu'il n'a même pas de haine vis-à-vis de l'islam à titre personnel. C'est pas une question personnelle. On est dans une manipulation politique, on est dans un agenda et lui, il suit cet agenda. Voilà. Ça, c'est pour la première question. Par rapport à la deuxième question, le représentant des musulmans dans les médias, par exemple Tariq Ramadan, il était présent dans les médias parce qu'il était lié à des réseaux. En réalité, Tariq Ramadan, même si effectivement
il était brillant, il s'exprimait bien, etc. Il n'est pas arrivé dans les médias par hasard. On ne l'a pas invité parce qu'il était brillant. Il est déjà arrivé en France parce qu'il était lié au réseau d'extrême gauche juif, le monde diplomatique, etc. Donc, c'est eux qui l'ont introduit. Puis, plus tardivement, il s'est rapproché du Qatar, mais il était très bien introduit à tout ce milieu-là. Je veux dire, il tutoyait Éric Zemmour et d'autres, ils se connaissaient parfaitement. Donc, c'était quand même quelqu'un qui venait d'une certaine famille, une certaine filiation, qui avait des connexions, des réseaux, il était soutenu. Et donc, c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans les médias. Après, la dimension, il y a une dimension quand même géopolitique du cas Tariq Ramadan qui explique pourquoi il est tombé en disgrâce et il a été évacué. Mais on ne peut pas, en fait, s'imposer sur les plateaux de télévision. Ce qu'il faut faire, c'est créer des médias alternatifs, des organisations alternatives, des associations musulmanes qui s'adressent directement à la population française ou les communautés musulmanes, et même de façon simultanée. Parce qu'il faut aussi penser à l'image qu'ont les non-musulmans de l'islam, avec un travail de propagande continu depuis des décennies. Il est que les Français aiment l'islam serait étonnant. Après, vous êtes dans un cas particulier où vous êtes converti parce que justement, on tapait sur l'islam, et cela vous a attiré, et vous avez été certainement dans un cheminement personnel de réflexion et de recherche, mais ce n'est pas le cas de la masse. Donc, il n'y a pas, à moins de devenir actionnaire de grandes chaînes et d'avoir des gens dans les conseils d'administration qui vont vous faire inviter des représentants de la communauté musulmane, je ne vois pas d'autre solution. Non, non, il faut faire avec les moyens du bord et créer nos propres médias, nos propres canaux, etc. Il ne faut pas attendre. Même s'il y a des musulmans qui interpellent, musulmans ou non musulmans, qui interpellent tel ou tel média, moi, dans mon cas, c'est fait. Je veux dire, je suis suivi par un certain nombre de gens, je dirais même des dizaines de milliers, et beaucoup d'entre eux interpellent ces news, etc. Vous imaginez bien qu'ils voient tous ces messages, et ce n'est pas pour autant qu'ils vont m'inviter. Donc, des gens dans la communauté musulmane, des musulmans en France, qui sont des convertis, qui sont des universitaires, qui sont des gens brillants, formés, etc., capables de parler d'islam, il y en a. Simplement, ils n'ont pas accès au micro. C'est pas un hasard si quelqu'un comme Chalgoumi est présent dans les médias. C'est parce qu'il est concrètement, très concrètement, poussé par les réseaux juifs, communautaires juifs, Chalgoumi, notamment le CRIF. C'est eux qui le portent et c'est par eux qu'il est invité dans les médias. Donc voilà, il ne faut pas s'illusionner. J'espère que j'ai répondu à la question, en tout cas, aux deux questions. Bien sûr, vous avez répondu. Avant de passer à la question d'un frère qui a été écrite, j'aimerais juste, dans ce cas-là, rebondir. Non pas rebondir en argumentation, mais rebondir, enfin, ça m'apporte sur l'autre question. C'est qu'à chaque fois, en fait, on entend, quand on est entre frères, quand on discute, ou même lors de certaines assemblées, le mot d'ordre qui ressort à chaque fois, c'est le musulman, on doit avoir nos propres médias, etc. Donc, on en revient toujours à on a besoin d'argent. En réalité, ce discours-là, ça fait plus de 10-15 ans qu'on le tient. Alhamdoulilah, je pense que économiquement, même si à mon avis, les musulmans, on est puissant économiquement en France. En réalité, on a plein de gens qui sont formés, on a plein de gens qui ont des entreprises. Je pense que l'argent est là. Le problème, c'est le manque d'union. Et peut-être que vu qu'on n'est peut-être pas une communauté si unie que d'autres, visiblement parlant, sur le plan visiblement et structurel, on n'a pas l'impression d'avoir un potentiel économiquement. Mais qu'est-ce qu'il manque réellement dans ce cas-là? Parce que vous l'avez dit, même Tariq Ramadan, le fait qu'il était mis en avant, c'est parce qu'il était proche de certains milieux. Donc pourquoi, par exemple, là, maintenant, on n'a pas de frères ou même de sœurs, hein, de personnes musulmanes qui sont proches de certains milieux pour être mises en avant? Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue de ces milieux-là, en fait? Et deuxièmement, selon vous, alors je ne sais pas si c'est votre domaine de compétence, mais je pense que malgré tout, vous avez quand même un certain recul sur la question. Qu'est-ce qui empêche actuellement les musulmans d'avoir des médias avec une assez bonne portée médiatique, en fait, pour, entre guillemets, influencer le peuple et contrebalancer le lobby médiatique actuel? Désolé si
C'est une bonne question, ça va me permettre d'aborder un autre aspect. C'est que, en fait, vous venez de démontrer en réalité qu'il n'existe pas de communauté musulmane. Parce que si vraiment il existait une communauté, comme la communauté juive, qu'on appelle la communauté organisée, c'est-à-dire des membres de la communauté qui font partie d'une certaine élite intellectuelle, bourgeoise, donc des gens qui pensent et des gens qui amènent l'argent et qui créent des organisations et qui pèsent sur les décisions, etc. Si la communauté musulmane en tant que communauté, je parle, existait vraiment, on en verrait les effets. Or, il n'y a pas de communauté musulmane. Il y a des musulmans convertis, il y a des musulmans marocains, des musulmans tunisiens, des musulmans algériens, des musulmans turcs. Il commence à y avoir une certaine bourgeoisie musulmane. Mais ce sont des gens qui sont certes musulmans, mais qui ne pensent pas du matin au soir à l'islam ou à la communauté musulmane ou à aider la communauté musulmane. C'est des gens qui se sont en fait modernisés, je dirais même pas occidentalisés, modernisés dans le sens où ils sont devenus des atomes comme le reste de la population française. Ils ont été atomisés et ils sont dans leur quotidien comme les autres. Et là, ça me fait penser à un propos de Jacques Attali en 2007-2008. Et il était devant l'organisation juive unifiée, et donc il parlait à des juifs, hein. Il leur disait nous devons, nous les juifs, veiller à l'émergence d'une bourgeoisie musulmane que l'on prendra en charge, que l'on prendra en main. Et nous devons faire comme la communauté juive d'Angleterre, c'est-à-dire financer des mosquées, etc., etc. Donc lui, déjà, il anticipait l'émergence d'une bourgeoisie musulmane capable, comme dans le cas d'autres communautés, c'est-à-dire capable d'encadrer le reste des musulmans en France, de mettre en place des organisations musulmanes, défendre les intérêts des musulmans ou une certaine image de l'islam ou avoir simplement des médias, etc., des relais. Donc lui, il anticipait ça en disant il faut faire attention que l'émergence d'une bourgeoisie musulmane n'entraîne pas une autonomisation des musulmans. Donc on doit toujours les maintenir comme dans l'époque de la colonisation, c'est-à-dire que, mais là, ce serait plus l'État français qui contrôlerait la communauté musulmane ou des pseudo-représentants musulmans, mais directement la communauté juive via leur relais. Donc, la première des choses, en réalité, c'est d'avoir une certaine bourgeoisie, donc qui a de l'argent, et des penseurs unifiés et qui pourraient faire entendre la voix des musulmans ou la voix de l'islam. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que même s'il y a une bourgeoisie socialement, il y a de plus en plus de musulmans, effectivement, qui sont comme les restes de Français, les chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, ingénieurs, etc. Ils ne sont pas organisés puisqu'ils n'ont pas la conscience. Là, on ne peut pas parler de conscience de classe, mais de conscience communautaire. Il n'existe pas de conscience communautaire chez les musulmans en France. Et le résultat des courses, c'est qu'on a un chalgoumi ou autre qui parle à notre place. Et quand ce n'est pas un chalgoumi, c'est-à-dire un demi-analphabète qui est censé représenter les musulmans, on a des juifs qui le font à notre place. C'est-à-dire Claude Askolovitch, qui est tout sauf notre ami, qui prend la défense, soi-disant, des musulmans. Edwy Plenel, trotskiste, lui aussi, qui prend, soi-disant, la défense des musulmans. Donc, au bout du compte, vous avez quoi à la télé? Vous allumez la télévision. Si vous êtes un Français catholique, même en tant que Français blanc catholique, vous n'avez pas le droit de citer puisque c'est Éric Zemmour qui parle à votre place. C'est Elisabeth Lévy qui parle à votre place. C'est Gilles-William Goldnadel qui parle à votre place. C'est donc, je l'ai dit, Zemmour qui parle à votre place. C'est Alain Finkielkraut qui parle à votre place. Et quand vous êtes musulman, vous avez Chelgoumi qui parle à votre place, Askolovitch ou Edwy Plenel qui parle à votre place. Donc le problème, en réalité, si on prend du recul, ne concerne pas seulement les musulmans. Il y a une oligarchie et une communauté organisée qui prend les places et qui empêche les autres de prendre la parole. Et là, ça, c'est un vrai problème qui ne concerne pas seulement les musulmans. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en France. Donc maintenant, c'est quelle est la vision des musulmans en France, c'est-à-dire comment nous, on se comporte, quel est notre discours en France vis-à-vis des Français non musulmans et comment est-ce que les non-musulmans perçoivent l'islam
en France. Ça aussi, c'est notre responsabilité. Parce qu'effectivement, là, on analyse, on critique, etc. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, concrètement? En réalité, pas grand-chose. Merci pour ces... Alors, merci pour ces... Oui, je pense que vous avez très bien répondu. Merci pour ces éclaircissements. On en profite pour remercier Abdel Ali Bareza et Yassine Salaf pour leur présence. Donc, Abdel Ali, à qui on va donner la parole tout de suite, avant de lire la question de Yassine, Inch'Allah. Mohamed, Oui. je sais pas si... Ah bah, nickel. Allô? Allô? Oui. Je vous entends. Je vous entends. Ouais, ça va comme Salam alaikum. C'est Abdel Ali, ça va? Oui, Abdel Ali, ça va, ça va. Tu vas bien? Ça va, ça va. Et toi? Oui, bah, écoute, ça va. Ça Tu as pris un abonnement chez nous dans le Morvan. Hein? C'est ça. Je vous remercie en tout cas. Je vous remercie. Moi, ça me fait plaisir de t'entendre. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir de te revoir chez nous. Moi, je n'avais pas vraiment de questions particulières à te poser, puisqu'on a l'habitude un peu d'échanger en coulisses, on va dire, sur ces questions. En off. Voilà. Mais ce que j'aurais voulu dire plutôt, parce qu'on a quand même beaucoup d'étudiants ou de jeunes de manière générale, voire même de moins jeunes ici avec nous, qui s'intéressent à ces questions-là, qui sont des questions centrales. Moi, je voulais peut-être d'abord, si vous voulez bien, apporter plutôt un témoignage et vous proposer poser une question auquel tu peux peut-être répondre toi-même et surtout peut-être au-delà susciter l'intérêt des uns et des autres, parce que c'est des sujets qui nous concernent directement, puisque finalement on est en train de parler de Zemmour, mais on parle finalement tout simplement des acteurs de notre destin en France qu'on ne maîtrise pas vraiment, puisque tu as rappelé, comme on l'a déjà vu dans nos échanges ici, qu'il n'y a pas effectivement de communauté musulmane de France, il y a essentiellement des diasporas musulmanes et des musulmans français en devenir qui se construisent difficilement. Donc moi, Zemmour, j'ai eu l'occasion je me suis intéressé à lui effectivement il y a assez longtemps, puisque comme tu le sais, on était tout de suite encore assez en relation avec Égalité et Réconciliation, mais à l'époque, en 2006-2008, il était question de construire un discours de musulmans patriotes ou de réfléchir sur la question de la participation musulmane à l'idée patriotique française. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à cette époque-là. Il n'était pas encore… c'était 2006, il était encore chez Ruquier, je crois, à l'époque. Et il était très, très curieux de comprendre quelle pouvait être cette ligne de musulmans qui se disent patriotes, qui voient un intérêt à défendre et à préserver les intérêts de la France, etc. Ça l'a vraiment beaucoup surpris. On a eu un échange. Après, ça a duré une petite heure. Et après coup, ça m'a toujours inspiré une réflexion de fond. Et je me suis toujours dit effectivement que ce qui nous manquait quelque part, c'était un Zemmour musulman. Parce que c'est quoi un Zemmour musulman? C'est de dire pourquoi Zemmour fascine tant. En résumé, peut-être tu pourras approfondir et comment dirais-je, questionner comment dirais-je, ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, il parle de deux choses essentielles, Zemmour, qui fait que les gens le suivent, y compris dans la droite nationale française ou dans l'extrême droite française ou dans la droite de manière générale. C'est que d'abord, il parle de la France. Et en tout cas, il en donne une image d'un amour, d'un attachement à la France qui est même si tu as démontré sur pas mal d'aspects qu'il était agressé et parfois même incohérent, parce que quand on est patriote, on ne souhaite pas la guerre civile pour son pays. Mais il séparait la France. Et quand vous regardez les commentaires des nationalistes, des gens d'extrême droite ou des patriotes ou même des Français du quotidien suite à ces interventions, ils sont, c'est un Français d'origine maghrébine, donc un berbère qui s'appelle Zemmour, qui leur parle de la France. C'est incroyable. Qui leur fait des cours d'histoire de France. Et ça fascine tout le monde. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, il est capable d'interroger des questions que nous, justement, on n'arrive toujours pas à aborder en vérité. Ça, c'est un vrai sujet. Il arrive assez facilement à souligner les dérives, on va dire, d'une partie des éléments de notre communauté. Donc, on va dire les jeunes musulmans, plus ou moins musulmans, qui sont dans la délinquance, la racaille, etc. Il arrive facilement à la dénoncer et là, il captive l'opinion. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de voix musulmane critique sur cette question-là. Zemmour dit facilement, oui, la majorité des délinquants ou des prisonniers sont des Noirs et des Arabes. C'est une vérité statistique plus ou moins, c'est vrai, mais on peut jouer cette carte-là et continuer et dire que la majorité des grandes escroqueries européennes, c'est plutôt des gens de sa communauté, y compris ses propres cousins.
Donc, si on ouvre cette question-là, on peut aller continuer à cette critique. Donc, aujourd'hui, en vérité, Zemmour est plus un révélateur pour nous. Et c'est en ce sens que je soulèverai une question et vous propose à tous un élément de réflexion. C'est qu'est-ce qui fait son succès qui pourrait nous questionner, nous remettre en cause pour dire qu'est-ce qui nous manque. Tu l'as abordé toi-même tout à l'heure, Youssef, sur l'idée de la pensée. On a très peu de penseurs, on a peu de gens qui parlent et pourtant on a des compétences. Donc on a besoin, je pense, qu'il y ait des musulmans à titre individuel. On n'a pas besoin d'attendre une grande organisation. Mais toi-même, tu l'as démontré, tu as écrit 7 bouquins, tu as abordé des sujets de fond. Je sais que tu as jeté pas mal la panique dans le camp de l'extrême droite de manière générale en relevant les contradictions, et y compris dans le monde sioniste français. C'est très intéressant. Pourtant, c'est quoi? C'est rien. C'est Youssef, il réfléchit, il écrit des bouquins. C'est tout. Je veux dire, c'est accessible en vérité, c'est du travail. Mais voilà, Youssef, il n'est pas issu d'un… Il n'a pas un patrimoine intellectuel et financier monstrueux, il n'a pas des réseaux, et pourtant, voilà, il a pondu 7 bouquins sur la dernière décennie. Et ces bouquins, ça fait partie du patrimoine intellectuel, du patrimoine immatériel français. Et c'est une production musulmane en vérité. Parce que Youssef, il s'inscrit dans une histoire musulmane migratoire récente. Et cet apport intellectuel, il apporte au monde des idées. Et là, les musulmans, ça, n'ont pas assez compris, je pense. Donc, finalement, Zemmour est un révélateur pour nous. Il doit nous interroger sur ce qui fait son succès et quelles sont les questions qu'il soulève, qui en vérité nous touchent et nous concernent et sur lesquelles nous devons aussi nous positionner. Il aborde la question de la délinquance, la question de l'immigration. Ça, c'est des sujets majeurs. On a très peu d'acteurs musulmans capables de poser ça. Vous parlez de Ramadan tout à l'heure, mais Ramadan, justement, il était plutôt immigrationniste, il était plutôt sur une explication sociale de la banlieue, une justification quasiment, une explication sociale de la délinquance. Bon, nous, on est ici pour beaucoup des étudiants présents donc en zone rurale, ici, l'USH, etc. Les gens qui sont dans la misère dans zone rurale, il y en a plein. Ils ne crament pas des voitures, ils ne font pas des deals de shit. Voilà. Donc, cette question-là, c'est une question majeure en vérité. Et Zemmour la révèle. Et comme il n'y a pas de musulman capable de faire pareil, parce que s'il y a un Zemmour musulman qui dit la même chose et qui double Zemmour sur la droite, c'est ce que j'ai toujours dit, Zemmour devient insignifiant. Parce que lui, il est intéressé. Et qu'un musulman sincère qui aime son pays, qui aime la France et qui dit l'intérêt de la France, c'est de traiter la question de l'immigration, de la délinquance, c'est de trouver un espace légitime pour l'expression musulmane, c'est d'apaiser les choses, parce que nous, ce n'est pas la guerre civile qu'on veut, justement. Et bien finalement, le discours de Zemmour s'écroule tout seul. Et que finalement, un musulman convaincu qui veut l'intérêt de la France devient plus audible que Zemmour. Et effectivement, comme le dit une intervenante, là, on ne sait pas, oui, c'est une espèce de jauge pour nous en vérité. Donc je voulais te demander, Youssef, est-ce que finalement, l'idée qu'il y ait un discours conservateur, patriote assumé, conservateur assumé, d'inspiration musulmane et capable finalement d'équilibrer et de remettre en question le discours de Zemmour, ce ne serait pas aussi quelque chose qui nous manque, sachant qu'on n'a pas besoin d'organiser le CFCM pour ça ou d'avoir un super lobby musulman. Il suffit qu'il y ait des musulmans, en tout cas ici il y a beaucoup d'étudiants, qui occupent l'espace intellectuel par de la production comme tu le fais. Et même s'il y a effectivement un système de censure généralisé, etc., aujourd'hui, il y a des idées qui peuvent s'exprimer. Et dans le monde des idées, on est très peu présent. Et il faut qu'on écrive, il faut qu'on se prononce. Et cette ligne, on va dire, conservatrice, nationale, patriote, assumée, française et européenne, avec une dimension musulmane totalement sans complexe, est-ce que ce n'est pas ça finalement qui manquerait pour rééquilibrer Zemmour? Voilà un peu ma question. Si ça t'inspire quelque chose, mon cher Youssef. Barakallahu fik et désolé d'avoir pris… Merci beaucoup pour ton intervention. C'est comme d'habitude très enrichissant et ça pousse à la réflexion. Effectivement, tu avais mentionné le discours gauchiste de Tariq Ramadan. Je pense que ce discours-là a fait beaucoup de tort parce que on a, en plus du fait que les populations musulmanes ont très longtemps été paternalisées par la gauche française et qu'ils ont voté pour le Parti socialiste. C'est beaucoup moins vrai maintenant. Je ne suis plus le Parti socialiste, mais ils ont été chapeautés par la gauche et l'extrême gauche, ça continue encore un peu, de sorte qu'on a fini par croire que l'islam était de gauche d'une certaine façon. C'est-à-dire que être français, musulman ou d'origine étrangère et musulman, ça impliquait, et ça, Tariq Ramadan l'a aggravé, ça impliquait d'être systématiquement pour l'immigration, justifier la délinquance comme si en fait on appartenait à la même tribu et qu'on devait défendre l'autre membre de la tribu quoi qu'il fasse, alors que l'islam, c'est justement l'opposé de ça. L'islam a aboli le tribalisme, il a aboli
cette espèce d'impunité tribale qui consiste à défendre son frère malgré les crimes. Il a apporté quand même d'une certaine façon le droit, la responsabilité individuelle. Et pour ce qui est de l'immigration, je le rapporte dans mon ouvrage, il y a des sondages qui ont été menés notamment par la Fondation Jean Jaurès qui met en évidence que la majorité des musulmans, notamment en Île-de-France, sont défavorables à l'immigration. Donc en réalité, les choses sont en train de bouger, puisque la réalité est en train de rattraper même les gens de la deuxième, troisième génération. Et effectivement, il nous manque des intellectuels qui soient cohérents. Parce qu'en réalité, ce discours de Ramadan où les musulmans qui votent à gauche pour l'extrême gauche sont un peu schizophrènes. Parce que si on prend l'héritage islamique, il est incompatible avec ces espèces d'idées de gauche. Cette espèce par exemple, le discours de gens du Pire, Ouria Boutelja ou Assa Traoré, qui consiste à demander des réparations aux Français, même des Français de basse extraction, leur dire qu'ils sont responsables de la colonisation et qu'ils doivent payer ad vitam aeternam, c'est pas islamique. Justement, le Coran a aboli cela, a aboli cette idée qu'on doit en vouloir à un peuple dans cette conception tribale qui ressemble d'ailleurs beaucoup au judaïsme. Il dit effectivement que le peuple qui a été votre ennemi de son fait pourra demain être votre ami, et Dieu, Allah, va insuffler en vous un amour pour lui, et donc essayez de dépasser cela, et que l'animosité que vous éprouvez envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Dieu aime les justes. Et ça, c'est en opposition totale avec cette espèce de discours gauchiste. Mais là encore, on en revient toujours au réseau, etc. C'est que ce sont systématiquement ces musulmans-là qui sont mis en avant. D'ailleurs, le problème du discours de Zemmour par rapport à la délinquance, c'est qu'il fait un amalgame, là, pour le coup, entre délinquance et islam. Comme si on pouvait être un délinquant, un meurtrier, etc., et un bon musulman. Comme si c'était compatible. Comme si l'islam était une religion de délinquants ou de drogués, etc. Et je lui disais récemment, et un ami, Aïssa de l'Axe de la Résistance, le disait, il disait, mais si véritablement la loi islamique était appliquée de façon stricte dans les quartiers, en banlieue, etc., il n'y aurait pas de dealers de drogue. Les voleurs auraient la main coupée. Il n'y aurait aucune tolérance. Il y aurait d'ailleurs une police islamique, etc., ce qui n'existe pas. Il n'y a pas de tribunaux islamiques. Or, justement, c'est le discours réislamisant qui va faire sortir les gens de la délinquance. Mais le vrai islam, pas un espèce d'islam moderne de bédouins qui serait compatible avec la razzia et donc la prédation. Non, absolument pas. Donc, en fait, la délinquance est un produit, je pense que ça tu l'as déjà dit, la délinquance est un produit de l'assimilation au modèle libéral anglo-américain. Or, là encore, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, l'islam est aussi éloigné des idées d'extrême gauche que du modèle de société libérale et moderniste. Et je pense qu'avec la disparition, entre guillemets, de Tariq Ramadan en tant qu'intellectuel porte-parole proclamé par certains réseaux est terminé, je pense qu'effectivement, là, on rentre dans une nouvelle phase où il va falloir radicaliser le discours dans le sens de revenir à la racine. On ne parle pas de discours extrême, mais de radicalité, de revenir à la racine de l'islam pour sortir de cette situation-là et de cette espèce de schizophrénie qui touche les populations musulmanes ou dites musulmanes en France. Mais je pense qu'on ne pourra pas régler cette discussion tout de suite, mais je pense que là, tu ouvres des perspectives et un véritable chantier de réflexion. Ok, merci. J'espère que j'ai répondu. Merci à vous deux pour ces deux interventions très enrichissantes. Excusez-moi. Donc, Yacine Salaf, tu as intervenu plusieurs fois. On va te laisser la parole. Peut-être que ça sera plus simple de cette façon.
Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Non, je suis juste intervenu pour confirmer ce que disaient Abdel Ali et Youssef Indy, les deux en fait. Et moi, j'avais posé la question, pourquoi Zemmour n'assume-t-il pas publiquement sa filiation avec sa communauté? Pourquoi en fait il se fait passer pour un catholique traditionnel français de souche, alors qu'il n'a rien à voir avec ça? Est-ce que ça a un lien à voir avec Julius Frey et sa pensée et la Kabbale en général? Alors, ça a à voir, alors j'en parle effectivement dans mon livre, mais ça fait quelques années que j'en parle. Ça a à voir avec une des branches de la tradition juive qui s'appelle l'assimilationnisme. En fait, pour faire court, hein, au cours du XVIIIe siècle, il y a un mouvement qui est né, notamment autour de Moses Mendelssohn en 1780, qui s'appelle la Aufklärung ou la Haskalah juive, c'est-à-dire les Lumières juives, qui consistait à non pas assimiler les Juifs dans le sens où ils deviendraient catholiques ou deviendraient athées, mais plutôt d'adapter la vie juive à la civilisation européenne. C'est-à-dire, là je ne vais pas rentrer dans le détail du franquisme, etc., c'est-à-dire, comme le dit en fait aujourd'hui inconsciemment Zemmour, juif à la synagogue et français dehors. C'est-à-dire qu'on lui a dit, mais c'est quoi l'assimilation? Il a répondu, l'assimilation, c'est je retire la kippa quand je sors de la synagogue ou que je sors de la yeshiva, parce qu'en fait, Éric Zemmour a passé son enfance dans deux yeshivot, deux écoles juives, où il portait la kippa, etc. Et donc, il enlevait la kippa en sortant. Il n'a jamais dit qu'il était catholique, traditionnaliste, catholique tout court. Il a toujours dit qu'il était juif, assimilé. Mais pour les Français ou pour les musulmans, ça ne signifie pas grand-chose. On ne sait pas trop ce que c'est parce que c'est étranger à la tradition catholique et étranger à la tradition musulmane. Et en fait, ça se rattache à une autre tradition plus ancienne que la Haskalah, qu'on appelle le maranisme, c'est-à-dire la dissimulation de sa religion. Alors avant, les maranes étaient des faux catholiques ou des faux chrétiens, c'est-à-dire qu'ils se présentaient publiquement comme des catholiques, mais ils étaient en privé des juifs pratiquants. Mais dans le cas de Zemmour, là où quand même il y a un double discours, c'est qu'Éric Zemmour reproche aux maghrébins musulmans de pratiquer l'endogamie, donc de se marier entre eux et de ne pas se mélanger aux autres. Alors que lui-même, Éric Zemmour, pratique l'endogamie, c'est-à-dire qu'il est marié dans sa propre communauté. Il n'est pas lui-même croyant, mais il est pratiquant. Pour un musulman ou un catholique, ça paraît étrange. Quelqu'un qui n'est pas croyant, mais qui va quand même à la synagogue, qui fête les bar mitzvahs des garçons, etc., qui sépare la vaisselle à la maison. En fait, c'est ça l'assimilation. Et lui, Éric Zemmour, il appartient à cette tradition assimilationniste où en fait, il est un Français comme les autres au dehors, c'est-à-dire qu'il parle parfaitement français, il connaît l'histoire de France parfaitement, il s'exprime parfaitement bien, etc. Mais il reste attaché à sa communauté et au bout d'un certain nombre d'années, il commence à apparaître comme quelqu'un faisant la promotion d'un État étranger qu'est Israël. Quand il déclare, par exemple, quand il écrit dans son livre Destin français, il dit que la France s'abîmera dans l'histoire si elle ne suit pas le modèle israélien. Donc en réalité, c'est pour ça que je dis que ce n'est même plus de l'assimilation dans le cas d'Éric Zemmour, c'est de la dissimulation, parce qu'en fait, il trompe les Français sur la nature de l'idéologie, la religion qui le porte. Voilà, j'espère avoir répondu. Oui, c'est précis. Et ça me fait rebondir sur une autre question à ce moment-là. Vous avez dit qu'il n'est pas croyant, Zemmour, mais entre guillemets pratiquant. Est-ce que c'est pas ce qu'il cherche à faire de nous, les musulmans, c'est-à-dire des gens qui apostasient de leur religion, mais qui gardent une pratique un peu culturelle? On fait le ramadan de manière culturelle, on va peut-être faire la fête de l'Aïd, mais d'une manière très culturelle et sécularisée. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas un peu. En fait, il va plus loin. Il va plus loin par rapport aux musulmans. Il dit que les musulmans, dans une interview, les musulmans doivent choisir entre la France et l'islam. Il va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, si vous n'apostasiez pas, si vous n'abandonnez pas votre religion,
vous devez quitter la France. Il va en fait jusque-là. Mais là, on en revient à sa vie personnelle. C'est-à-dire que, déjà la première question, c'est est-ce que le judaïsme est compatible avec la France? J'aborde cette question dans mon ouvrage. La réponse est complexe. Mais vous imaginez si, moi, par exemple, je disais à Éric Zemmour, vous juifs en général, vous devez choisir entre le judaïsme et la France. Mais si on s'adresse, par exemple, à un catholique, vraiment un catholique monarchiste de la tradition catholique, et qu'on lui dit, mais est-ce que le judaïsme est compatible avec la France? Il dirait non. Il dirait non, puisque effectivement, historiquement, les Juifs vivaient dans leur coin, ils faisaient des affaires avec les nobles français, avec les rois, etc. Mais ils n'étaient pas intégrés à la communauté nationale. Ils étaient juifs, donc ils vivaient entre eux, et il y avait des bulles papales, des lois papales catholiques qui interdisaient aux catholiques de vivre ou d'être en contact avec des juifs. Donc on en revient en fait à la stratégie dont je parlais, c'est-à-dire désigner un bouc émissaire, un ennemi à la population française. Quand il dit ça, c'est ça qu'il dit. Il ne cherche pas à faire apostasier les musulmans. En fait, il cherche à faire comprendre aux Français, qu'ils soient catholiques ou pas, français de souche, que les musulmans sont leurs ennemis. Parce que quand vous parlez de judéo-christianisme, quand vous parlez d'arc républicain, ou quand vous parlez d'une nation en général, vous êtes à la fois inclusif et exclusif. C'est-à-dire que vous définissez l'identité nationale à partir de critères inclusifs. Vous êtes blanc, vous êtes catholique, vous êtes juif, etc. Et exclusif, c'est-à-dire que vous devez pointer du doigt celui qui n'est pas français. Et en fait, avant, c'est-à-dire à l'époque de la Troisième République, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, vous aviez des ligues antisémites, vous aviez une tradition nationaliste, catholique ou pas française, qui disait que les francs-maçons, les protestants, les juifs, même les métèques, dans le cas de Maurras, n'étaient pas des Français. Ils étaient exclus. Et donc, ils essayent, là aujourd'hui, avec ce discours, puisqu'en fait, beaucoup de gens identifient la communauté organisée comme une puissance dirigeant une partie de la politique française, pour éviter justement que la population les désigne comme ennemis, comme l'ont fait les Gilets jaunes vis-à-vis d'Alain Finkielkraut, qu'ils ont insulté dans la rue. Eh bien, on va redéfinir l'identité française républicaine et inclure les catholiques, les juifs, les athées, et exclure les musulmans. C'est le but de la manœuvre. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. Pour moi, c'est très clair, merci. Super. On n'a plus de questions? Alors, on en a une un petit peu plus large. Ouais. Quelle analyse fais-tu de l'opportunité du Covid qui a servi d'un côté à empêcher Trump d'être réélu et d'étouffer les révoltes des Gilets jaunes avant de supprimer de nombreuses libertés? Alors, c'est quoi le début de la question? Quelle analyse je fais du Covid? De l'opportunité du Covid qui a servi, donc voilà, d'empêcher Trump d'être élu et d'étouffer les révoltes des Gilets jaunes. Oui, alors en fait, le Covid est un prétexte à tout, pas seulement les Gilets jaunes, pas seulement empêcher la réélection de Donald Trump, quoique je ne sais pas si c'est exactement lié, mais bon, c'est vrai qu'il y avait les votes par correspondance sous prétexte de Covid. En réalité, le Covid est un prétexte à tout, c'est-à-dire il est un prétexte pour faire avancer l'agenda, c'est-à-dire détruire l'économie, on le voit avec la fermeture des entreprises, etc., vacciner de force et fliquer toute la population sur le plan numérique avec les passes sanitaires, passeports sanitaires, etc. Et donc passer à une étape supérieure, on pourrait appeler ça un saut qualitatif, comme disait Marx, quelque chose, une rupture violente pour faire passer, pour accéder à un projet. On peut appeler ça gouvernance mondiale, la destruction des nations, la destruction des classes moyennes, le flicage des individus, neutraliser une révolte ou une révolution qui est en cours. En réalité, le Covid est un formidable prétexte pour l'oligarchie
occidentale pour faire avancer son projet. Donc, effectivement, c'est un projet à plusieurs facettes. Alors, si vous voulez plus de détails, j'avais traité ça déjà durant le premier confinement dans un texte qui s'appelle Coronavirus accélérateur historique qui est publié sur strategica.fr. Si vous voulez plus de détails là-dessus, j'ai écrit un long texte où j'aborde ces différents aspects du coronavirus. Voilà, je vous renvoie à ce texte d'une 30aine de pages. Merci bien. Donc, pour revenir plus sur Zemmour, question posée par la même personne. Est-ce que tu peux être plus précis quand tu dis que le projet derrière Zemmour est un conflit global entre chrétiens et musulmans? Attali a annoncé connaître la prochaine présidente. Est-ce que tu penses que Marine Le Pen a été choisie pour la prochaine présidence pour notamment vider la France des musulmans? Alors, je vais commencer par la dernière question. Non, je ne pense pas que Marine Le Pen ait été choisie pour diriger la France. Quand bien même elle le serait, quand bien même elle serait élue, vous verrez qu'on retrouvera à des ministères clés des énarques, des gens issus exactement des mêmes réseaux et ça ne changera strictement rien. Parce que de toute façon, Marine Le Pen a tout abandonné du programme initial, d'ailleurs qu'elle défendait en 2012, c'est-à-dire qu'elle est contre la sortie de l'euro, contre la sortie de l'Union européenne, contre la sortie de l'espace Schengen, et contre même le remboursement de la dette. Donc entre elle et Macron, il n'y a plus vraiment de différence. Maintenant, pour préciser sur le choc des civilisations, alors là, j'ai écrit des ouvrages quand même sur la question, donc il me serait difficile là d'entrer dans tout le détail parce que c'est un projet messianique, il y a des sources scripturaires qui datent du Moyen-Âge, qui elles-mêmes se fondent sur une lecture rabbinique de la Bible hébraïque. Mais dans le cas de Zemmour, même si l'objectif final n'est pas d'arriver à une guerre civile en tant que telle en France, mais le simple fait de mettre sur la table du débat politique la question de la guerre ethnique, de la guerre civile ethnico-religieuse, a pour objectif premier d'occulter la véritable révolte, et qui est celle qui a démarré avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire une révolte où le peuple français appauvri désigne comme ennemi politique l'oligarchie qui est au pouvoir. Ça, je l'ai évoqué. Donc, pour protéger ses patrons, pour être très, très clair, Éric Zemmour est un salarié de l'oligarchie. C'est-à-dire que vous avez une oligarchie composée de milliardaires, industriels, banquiers, etc. C'est à peu près les mêmes réseaux qui ont un salarié, Éric Zemmour, qui travaille à les protéger, puisque une révolte des Gilets jaunes qui aboutirait à une révolution mettrait en danger peut-être les oligarques personnellement, ou du moins leurs intérêts et leur position. Donc lui, Éric Zemmour, par ce discours de guerre civile ethnico-religieux, défend les positions de ceux qui lui versent un important salaire tous les mois et qui lui permettent une large exposition et de vendre des centaines de milliers d'exemplaires de ses livres qui lui rapportent des millions d'euros. Voilà, pour être très concret. J'espère que j'ai répondu à cette question. C'est parfait, merci. Alors, c'est l'heure de clôturer. Merci à tous pour vos questions. Merci à vous, Youssef, pour votre temps et pour cette présentation. On rappelle que vous traitez tout ça dans votre ouvrage L'autre Zemmour. Et on va clôturer avec une dua, Inch'Allah. Encore merci à vous, Youssef. Merci à vous. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
اللهم كما جمعتنا على هذا العمل في الدنيا فاجمعنا على حوض نبيك صلى الله عليه وسلم في الآخرة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجز عنا خيرا أخينا واجعل ما قدمه في ميزان حسناته يفرح به عند لقائك. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ عليه دينه الذي هو عصمة أمره، واحفظ عليه دينه التي فيها معاشه، واحفظ عليه آخرته التي إليها معاده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في مجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. بارك الله فيكم، بارك الله فيك أخي فراس، بارك الله فيكم أخي يوسف. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. Merci à vous. Merci d'être intervenu pour la seconde fois et de nous avoir informés. Inch'Allah, on va lire le livre. On Avec a plaisir. hâte d'être dedans, Inch'Allah. Donc, Barakallahu Fikum, encore une fois. La semaine prochaine, Inch'Allah, on reçoit le professeur Zinedine Gaïd, professeur de philosophie à la Sorbonne. Et on va rester là. Barakallahu Fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme salam.